Bonjour et bienvenue au premier épisode du balado Franchement, le balado où je jase de tout avec franchise. Chaque semaine, je reçois deux invités, puis on parle d'un sujet quelconque, mais qui les unit d'une certaine façon. Donc, avant toute chose, je tiens quand même à remercier quelques personnes. D'abord, tout mon entourage, pas mal, qui m'a entendu parler et reparler de ce balado-là depuis plusieurs mois déjà. Mais également, Juliette Bourbonnais. Merci, Ju, pour ton aide avec l'idéation puis la création un peu de mon concept. Et finalement, Frédéric Lessard. Merci, Fred, parce que c'est lui qui a fait mon logo. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller l'interroger, voir s'il veut prendre de nouveaux contrats. Mais Fred, merci d'avoir participé à la création du balado, franchement. Aujourd'hui, l'épisode est présenté par Eros et compagnie. Et oui, Eros commandite cet épisode-là. Vous allez retrouver un produit spécial d'Eros et compagnie environ au milieu de l'épisode avec la question franchement intime. Et si jamais vous voulez avoir un 15% de rabais sur votre prochaine commande faite en ligne, vous pouvez le faire avec le franchement 15. Donc, prenez ça en note, gardez-le tout près si jamais vous voulez l'utiliser. Merci, Eros, encore une fois, de participer à ce beau balado-là. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, avec le balado, franchement, tout simplement. Vous devriez nous retrouver assez facilement, donc me retrouver, oui. Cette semaine, j'ai reçu pour le premier balado deux gars super passionnés. Vous les connaissez. Il s'agit d'Émile Roy et d'Alex Harvey. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur ces deux gars-là plus tôt dans l'émission, au début. Ils nous présentent un petit peu leur projet, ce qu'ils font, ce qui les passionne, parce qu'aujourd'hui, on parle de suivre ses rêves, un sujet qui est super important, mais surtout, je pense qu'il touche tout le monde. On a tous des rêves et je pense que ces deux gars-là, ça a été les meilleurs candidats, les meilleurs invités pour parler de ce sujet-là avec moi. Avec franchise, évidemment. Donc, sans plus attendre, jasons-nous franchement de suivre ses rêves. Bonne écoute! Salut les gars, ça va bien? Très bien, merci de nous recevoir. Ben merci d'être venu, de vous être déplacé. T'as fait plus de route un peu, Alex? Ouais, mais c'est le fun. La route de l'Estrie jusqu'ici. De l'Estrie magnifique. jusqu'ici. Oh, oui, pour vrai, c'est bon. Oui, puis aujourd'hui, vous le voyez peut-être pas, mais il fait super beau. On est magnifique journée. Une vraiment belle journée. Je vous ai reçu aujourd'hui. Je vous reçois en fait aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un peu flou, parfois quétaine, mais que j'adore, puis je pense qu'il vous représente bien. En fait, c'est suivre ses rêves. Pour un peu mettre en contexte, parlez-moi un peu de vous, qui vous êtes, pourquoi, dans le fond, je vous aurais invité ici. Ben, écoute, merci de me laisser commencer. Je te laisse. Mais peut-être parce que je suis un crinqué fou. Ouais. Moi, j'ai comme jamais voulu faire autre chose que ce que je fais là. Puis ce que tu fais, c'est de la radio. Ce que je fais, c'est de la radio. C'est ça. Je fais de la radio, plus de la production un peu vidéo, audio, plus plein d'affaires. Je suis un crinqué, un geek de communication en général. Puis depuis que je suis haut comme 3 pommes que je veux faire ça, en avant, en arrière de la caméra, en avant, en arrière du micro, je capote bien raide. Puis j'ai réussi par une suite de coïncidences à réussir à arriver où est-ce que je suis là. Ben oui. J'ai suivi mon rêve, justement. Puis je suis très, très content d'être où est-ce que je suis aujourd'hui. Ben, je suis tellement contente de te recevoir. Qu'est-ce que tu fais? T'es chez Rouge FM? Oui, j'étais à Rouge FM au 102.7 à Sherbrooke. Tous les jours? Tous les jours le matin, de 5h30 jusqu'à 9. C'est un lève-tôt, là. Le matin? Absolument. De 5h30. Fait que là, ce matin, t'étais à la radio ce matin? J'étais à la radio ce matin, puis écoute, c'est tellement trippant, là, le vif du direct comme ça, tu sais, puis je me suis toujours dit dans ma vie, je veux faire un show du matin à un moment donné, tu sais, peu importe quel rôle, même si je parle pas, je veux vivre cette vibe-là, cette effervescence du matin-là. Puis la gang du matin, souvent, ben là, c'est le nom aussi du show, là, la gang du matin, mais la gang vraiment qui est là pour faire les mornings, je pense que vous avez une certaine liberté qui est un peu, sans dire plus grande, mais vous êtes là en gang, vous êtes 3, vous relancez, vous faites des jeux, vous faites des concours. On a du fun, tu sais, puis ça dépend des formats de radio aussi. Évidemment. Il y a des formats de radio où est-ce qu'ils sont beaucoup plus sérieux, puis c'est parfait, c'est correct. Mais nous, on est dans le divertissement. Vraiment. On se permet d'avoir du fun. Ben, c'est puis, hot. oh my God, qu'on en a, pour vrai. Là. J'adore
j'adore ma gang. Comment ça? Est-ce qu'il y a des nouvelles, il y a de la musique, il y a tout ça, il y a du divertissement, des nouvelles, musique, divertissement, des segments des fois un peu plus sérieux, mais surtout, le but, c'est de réveiller les gens du bon pied, puis c'est d'être l'espèce de premier contact dans la douche du monde, des gens qui se réveillent. Dis de même, c'est un peu drôle, mais j'adore ça. C'est vrai, on est dans l'intimité du monde un peu, dans leur premier moment, quand on est sur le snooze du cadran, on est pendant qu'ils s'occupent des enfants, tout ça, puis c'est cette espèce d'intégration-là dans le quotidien des gens qui me fait capoter. C'est tellement le fun, d'avoir ce privilège-là. Je me sentais pareil quand je livrais le journal. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais camelot, j'avais l'impression du haut de mes 12 ans que je livrais l'information aux gens. T'étais au cœur des choses chaque jour. C'était grâce à toi que la nouvelle sous la pluie, comme ça. Mais quand même, sans aucune prétention, là, j'adore ça. Quel âge as-tu? 26. 26, OK. Et toi, Émile, pour nous faire un petit recap aussi de t'es qui? Sûrement que ta voix, si on nous écoute en vidéo, on va te reconnaître. Ta voix, sinon, clairement, elle dit quelque chose aux gens. Oui, ben alors, qui suis-je? Moi, c'est Émile, j'ai 24 ans, bientôt 25. Moi, depuis tout petit, un peu comme toi, en fait, je pense qu'on se ressemble comme ça. J'ai une passion qui est de faire des films, faire des vidéos, écrire, aller me promener avec une caméra, puis aller finalement raconter des histoires. C'est ma plus grande passion, c'est mon rêve, en fait. À 10 ans, j'étais dans un parc. Comment j'ai su que c'était mon rêve? J'étais dans un parc à 10 ans avec ma sœur jumelle Gabrielle, qu'on salue, et ma cousine. Et on prenait des photos. Et à un moment donné, ma cousine Camille s'est mise à prendre des vidéos. Et là, j'ai compris, OK, n'importe qui peut prendre des vidéos. En fait, moi, je pensais que les films, comme au cinéma, c'était inaccessible. C'était un monde, c'est un monde magique, inaccessible. Et finalement, ce monde magique, soudainement, en un après-midi, était accessible pour moi. Surtout pour un jeune garçon de 10 ans, là, tu sais, t'en as pas 35, mais de voir que t'étais quand même jeune, de réaliser que toi aussi, si tu voulais le faire, t'aurais pu là, prendre la caméra puis commencer. Honnêtement, la vie prenait une autre dimension en un après-midi. C'était vraiment... Ça a changé ma vie cet après-midi. Et puis, depuis, je fais toutes sortes de projets, vidéos, films. J'ai une chaîne YouTube qui est mon nom, Émile Roy, où je fais toutes sortes de projets. Et depuis quelques années aussi, je développe des projets un peu plus en réalisation avec des équipes, un peu à la télé, un peu avec Oasis Immersion en immersif aussi. Donc, une exposition là, qui va... C'est-tu déjà sorti ou ça va sortir prochainement? Ça va sortir. Je ne sais pas si ça va sortir quand ce podcast, mais c'est le 22 février 2024 prochain. On va pouvoir mettre ça à l'agenda. L'épisode va sortir avant ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça quand on a fait l'annonce sur ton compte Instagram. C'est mon gros, en ce moment, mon gros projet, mais c'est une belle équipe. Puis on avance à tous les jours. C'est trippant, pour vrai. Dans l'immersion, dans le fond, est-ce que c'est par l'audio, par la vidéo? C'est Oasis Immersion, c'est au Palais des Congrès à Montréal. C'est trois grandes galeries immersives. Et c'est comme un parcours muséal que les gens font. Nice. Et moi, j'ai déjà eu la chance de réaliser 2 fois avec eux 2 expériences immersives. La première expo en 2021, j'avais fait pendant la pandémie. Donc, c'est une expérience immersive. Donc, c'est projeté sur les murs et sur le plancher, des vidéos. Et j'avais fait sur la résilience des gens pendant la pandémie. Puis j'avais un peu documenté l'évolution pendant 1 an et demi de la pandémie. Je suis allé chez les gens, un peu documenter le confinement en immersif. Ça, c'était en 2021. Et là, c'est sur la biodiversité avec des partenaires comme National Geographic. Un petit partenaire comme ça. Juste ça. On a la chance justement d'avoir des images, les plus belles images qui viennent d'autour du monde, puis on va les projeter en immersif. Puis, la fois, tu fais du mapping un peu, de projection à travers de tout ça? Oui, et on a la chance aussi d'avoir des équipes d'effets visuels. En ce moment, je travaille avec des artistes visuels qui sont au Japon, qui rajoutent donc tous les particules de lumière puis les effets spéciaux dans la galerie parce qu'on crée un peu plus... c'est un peu plus abstrait cette fois-ci, ce qu'on prépare, mais ouais. J'ai tellement hâte de voir ça. On a un point commun. Toi et nous, on a commencé avec une petite caméra quand on était très jeunes, qu'on a découvert. Moi aussi, c'est une petite caméra à cassette. Sauf que c'est drôle de voir qu'on est allé dans 2 directions différentes. Puis moi, je suis
capoté, je le disais tantôt, je suis un geek, là, puis là, tu me parles d'immersion, tu me parles de projection, puis je capote, là. Peut-être qu'on va se rejoindre éventuellement, peut-être que je vais aller à la radio et tu vas peut-être aller en immersive, et puis finalement, les chemins se croisent. Qui sait? Et toi, Alex, y a-tu un moment précis, là, Émile, tu nous contais que c'était dans le parc avec ta soeur et ta cousine, y a-tu un moment super précis où tu t'es dit, hey, moi, c'est ça que je veux faire plus tard? Mais moi, quand j'étais plus jeune, très, très jeune, je me demandais comment ils faisaient les fourmis dans la petite boîte pour parler. OK. Je pensais que la radio, ça marchait de même. Ah, c'est quand même cute. Tu sais, puis je me demandais comment ça fonctionnait. Puis à un moment donné, mes parents ont eu l'idée de génie du petit geek qui comprenait pas comment ça marchait. Il y avait un ami réalisateur à Radio-Canada au Saguenay, puis il m'avait amené voir les coulisses du bulletin de nouvelles. Moi, j'ai capoté. J'ai d'avoir capoté. Les yeux gros comme des $2. De voir des caméras, de voir des télésouffleurs, de voir, tu sais, autant les consoles de son en arrière, autant qu'ils m'ont mis on cam. Puis j'ai pu faire un bulletin météo. Ils m'ont donné une feuille, je savais pas lire. J'ai dit, il va faire moitié chaud, moitié froid. On a ça sur tape. On a encore la cassette à la maison. Moitié froid. Parce que j'ai vu un soleil puis un nuage. Je me disais, nuage, c'est froid, soleil, c'est chaud. Mais tu sais, ça a été le premier contact avec le monde des communications. Ouais. Après ça, mon père a acheté une petite caméra qui avait des petites cassettes, là. C'était terrible comme caméra. Puis j'ai commencé à faire des bulletins de nouvelles, commencé à faire des petits films, commencé à m'amuser avec un ami qui était dans mon quartier. On faisait des petits reportages, on s'inventait des nouvelles, tu sais. Mais j'ai jamais voulu être un journaliste en tant que tel, tu sais. J'étais plus dans la créativité de tout ça, tu sais. Puis je capotais surtout sur ce qu'il y avait en arrière de tout ça. Ouais. Mais j'aimais autant être en avant. Puis, t'as-tu des frères et sœurs, toi? J'ai un petit frère. On a 7 ans de différence. OK, j'imagine peut-être que c'était plus ton teneur de perche. Mon frère était la victime de mes expériences. Mon frère qui a 19 ans, tu sais, il jouait jeune que les moi. Personnages dans les films. Il jouait les personnages dans les petits films, exactement. Puis après ça, tu sais, très rapidement, j'ai voulu faire de la radio. J'ai voulu faire ma petite station, puis je savais zéro comment ça marchait. Fait que, tu sais, dans mon sous-sol, avec les moyens que j'avais, je tapais des petites émissions, j'enregistrais ça de mon côté, puis je les faisais écouter à ma famille en haut, avec un petit système de son que mon grand-père m'avait donné. Je me souviendrai toujours, tu sais, je découpais des morceaux de revue, il y avait des pubs de rock détente dans la revue chez mon grand-père, puis je m'étais fait un petit bac de micro, un petit logo, puis je m'étais fait un micro en carton. OK, c'est vraiment puis je m'amusais cute. avec ça. Mais ça date d'il y a tellement longtemps, puis j'ai tellement tout voulu faire que là, arrivé où est-ce que je suis là, d'être capable d'autant travailler devant que derrière le micro, je suis choyé, extrêmement chanceux. Et comment tu nous en parles? Tes parents ont semblé quand même vraiment te pousser à poursuivre ce rêve-là. Tu sais, je pense que c'est peut-être une manière que certaines personnes ont de voir les coms. On est souvent comme, hey, va pas là-dedans, essaye autre chose. Tu sais, vu que ça peut faire peur, vu que c'est beaucoup, il y a beaucoup de métiers dans les communications que c'est un peu inconnu, instable, en quelques mots. J'imagine que toi, tes parents, ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été let's go, Alex, vas-y à fond. Mon père, c'est vraiment pas un gars de médias. T'sais, mon père, c'est un... Il a tellement fait d'affaires. Il a été dans l'armée, il a été représentant aux ventes, là, il est enseignant. C'est 3 affaires complètement différentes qu'il a faites dans sa vie. Ma mère, toute sa vie, a travaillé dans le domaine des cosmétiques. Fait que là, c'est 2 affaires qui n'ont aucun rapport avec les médias. T'avais pas d'exemple dans ta famille déjà de ce monde-là, en fait. Je savais zéro comment ça fonctionnait, tu sais. Puis, eux, je pense qu'ils savaient pas plus comment ça marchait. Fait qu'ils savaient pas l'instabilité. Ils se sont juste dit, ils trippent. C'est ça. Aidons-le puis ils à m'ont tripper. encouragé. Puis ça, c'est ce que j'ai toujours aimé de mes parents, c'est que j'ai jamais senti une pression de faire quoi que ce soit. Tu sais, le lendemain matin, j'aurais voulu être chauffeur d'autobus. Il m'aurait dit, go, vas-y, fonce, c'est complètement différent, tu sais. Puis, mais sauf qu'ils m'ont toujours encouragé, puis ils m'ont aidé à m'équiper, puis ils m'ont aidé à avancer là-dedans. Ils t'ont soutenu. Puis c'est ça, puis première job de radio que j'ai eu à vie, j'étais bénévole, c'est pas une job payée. Mais tu sais, mon père a dit, il y a une radio communautaire dans le coin chez nous, j'avais 13 ans. Il est venu me prendre en char, il m'a dompé à la porte, puis il a dit, va y voir. Et voilà. Puis là, j'ai fait, il a dit, essaye, va y voir, monte. Mais tu perds rien d'essayer. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté. Mais pourquoi tu es rendu ici aujourd'hui si tu n'avais pas eu un entourage, un écosystème qui était là pour toi? Ça aurait peut-être fait la différence. Puis je suis curieuse de te poser la question aussi à toi, Émile. On sait, ton père est dans le milieu des médias. Oui. Est-ce qu'au contraire, toi, c'est un peu « je sais ». C'est quoi qui s'en vient peut-être? Va pas là, mon gars? Ou non, il a toujours été là pour toi?
mes parents et ma famille m'ont toujours encouragé dans le sens aussi, je pense que quand on voit un enfant qui a un rêve puis qui est tellement passionné, c'est difficile de dire de pas encourager ça. Mais c'est vrai que moi, j'avais cet exemple-là plus tôt dans ma vie des médias. Il y a mon père qui est journaliste à Radio-Canada, animateur, mais il y a aussi, j'ai mon oncle qui est réalisateur au cinéma, Mathieu Roy. J'ai ma mère. Ma mère aussi est directrice des communications. Elle était directrice des communications toute sa vie, donc dans le monde des coms aussi, dans le monde des médiatiques. On baigne beaucoup dans ce monde-là. Donc peut-être, ce que je dis, c'est que mon père et ma mère et mon oncle m'ont montré je pense que ça va être un exemple de rigueur. C'est un exemple de rigueur, c'est un exemple qui m'inspirait de voici ce qu'on peut atteindre. Tu sais, quand je regarde mon père aujourd'hui, puis les commentaires qu'il peut recevoir très positifs des gens dans la rue ou sur les réseaux, beaucoup de gens qui apprécient son travail avec Radio-Canada, mais c'est une vie, c'est sa vie pour construire ça. Tu sais. C'est son moment, tu sais, là, aujourd'hui, c'est son moment de récolter finalement tout ce qu'il a semé dans sa vie, dans son travail de journaliste. Et donc, tu sais, ça me rend fier pour lui et ça m'inspire comme un exemple de, bon, peut-être dans quelques années, on pourra avoir aussi cet impact-là si on travaille fort, tu sais. Fait que ça n'a jamais été va pas là, mais plus pour toi un modèle, en fait. Autant ton père, ta mère que justement ton oncle ou bref, tous ceux et celles qui peut-être carburent justement aux médias puis aux coms dans ton entourage. Oui. Un exemple. Oui. Et pour ma sœur jumelle aussi qui rentre dans le monde médiatique, finalement, aussi, on s'en échappe pas, j'ai envie de ça. dire. Et j'ai une petite sœur, Viviane, qui a 10 ans et qui commence à faire des petits films avec son iPad. Donc ça part. Cette famille, dans le fond, c'est ça qu'on remarque aujourd'hui. Exact. Ah, ben j'adore ça. Puis Viviane est super mignonne, on dirait, je la vois tout de suite. Ben, elle est encore jeune, 10 ans, mais de te rendre compte que toi aussi, c'est à 10 ans que tu as réalisé un peu que tu pouvais le faire. Ça se transmet, puis ça commence, puis elle fait du montage et tout ça, puis des petits vlogs pendant les soupers de Noël. Donc c'est ça. C'est une envie peut-être qui se transmet. Là. Tu vois-tu ce que je trouve beau, moi, là-dedans, c'est que vous avez des parents qui travaillent là-dedans, tu sais, toute la gang, mais vous le digérez autrement. Tu sais, tu fais pas de la nouvelle télé comme ton père. Je sais pas pour ta sœur, tu sais, mais tu arrives à prendre le monde des communications puis à l'amener au niveau d'après. Puis peut-être que ta petite sœur de 10 ans va l'amener encore après à un autre niveau, à quelque chose qu'on connaît pas encore aujourd'hui. Vous avez comme tout chacun choisi votre branche spécifique. Ouais. Ou je sais même pas si on l'a choisi ou si c'était notre époque. C'est ça. Je veux dire, moi, c'est mon époque. Quand j'avais 16-17 ans, comme vous, l'époque, c'était les réseaux sociaux, puis YouTube, puis les nouveaux médias, puis éventuellement les plateformes de streaming, Netflix. Tout ça. Ça, c'est l'époque dans laquelle on vit culturellement. Pour mon père, c'était la télé, puis le monde du journalisme plus traditionnel. Puis bon, tu sais, chaque époque, pour Vivi, qu'est-ce que ça va être? Des hologrammes, de l'IA, des... we don't know, tu sais, mais bon... Ben, c'est super inspirant. Complètement. Puis on dirait, j'imagine les conversations, parce que bon, tu dis, toi, que dans ta famille, il n'y a pas vraiment de gens qui travaillent dans les médias. Un peu la même chose de mon côté. Les conversations, le soir, des fois, j'ai l'impression que vous êtes tous un peu des pros dans votre sujet, là, dans votre métier. Ça doit soit brasser ou être super intéressant quand même, là. Oui, mais étonnamment, je pense que par rapport au monde, les discussions par rapport au monde médiatique sont très... on s'entend bien, on est très sur la même longueur d'onde. Je pense que mon père, étonnamment, comprend très bien les nouveaux médias. On lui dit salut. On le salue, peut-être même qu'il va aller sur TikTok bientôt. Là, il réfléchit à ça avec son équipe, de faire des manchettes sur TikTok. C'est cool. C'est très actuel, surtout, de se mettre un peu à jour, comparer la télévision traditionnelle, qui peut-être... descend un petit peu dans les... Rester... il y a une envie de Radio-Canada, diffuseur public, de rejoindre le public. T'sais, le public est aussi sur TikTok aujourd'hui, on le sait bien. Mais donc, mon père est très en accord avec la nouvelle génération, les nouvelles plateformes. Mais c'est vrai que les soupers de famille peuvent être plus explosifs, plus sur des sujets politiques, géopolitiques, sociaux. Là, on va débattre, on va y aller, là.
Ben justement, tu parles beaucoup de ce genre de sujet-là, du moins sur les vidéos que tu fais ou dans le temps, comme ça fait des années. En des 1983. Mais tu sais, Émile, on t'a connu, je pense à la base avec tes vidéos que tu as fait sur YouTube. Ouais. Tu as plus de 160 000 abonnés quand même, c'est pas rien. Puis tu parles beaucoup de ces sujets-là, tu sais, le bonheur, la crise climatique. Tu as même fait un film, L'anxiété au 21e siècle. C'est d'où t'es venue cette envie-là, en fait, de parler de sujets importants? Je pense que depuis tout petit, peut-être comme vous, j'ai une grande curiosité, tout simplement, depuis tout petit. Pour moi, un moment où je suis chez moi tout seul un soir, des fois, ce qui m'apporte plus de bonheur que quoi que ce soit, c'est d'aller lire la page Wikipédia d'un événement dans l'histoire. Oh wow, je fais la même. Puis de plonger là-dedans. Je Il y a quelque chose dans la curiosité, puis tu plonges là-dedans, puis enfin, tu vas voir les vidéos, les documentaires, les entrevues, les conférences. Il y a une curiosité qui m'apporte beaucoup de bonheur, en fait. Donc, c'est ça la base. Ça te nourrit. Ça me nourrit, on se ressemble. Donc c'est ça, exactement. T'sais, moi, je suis un creuseux de Wikipédia aussi énormément. J'aime ça, apprendre des affaires. J'aime ça, transmettre les connaissances. T'sais. Ma blonde, c'est une fille de communication aussi. Elle adore les coms, mais beaucoup moins geek d'événements historiques que moi. Fait que des fois, j'apprends des affaires, puis je suis comme un enfant de 5 ans qui arrive dans le salon et qui dit « Savais-tu que telle affaire? » Puis comme... Peux-tu me laisser regarder ma série, s'il te plaît? Non, mais elle va toujours respecter dans ma curiosité. T'arrives comme moi, parce que moi, j'arrive avec mes colocs, je fais la même chose. J'arrive dans le salon, puis je dis, bon, puis là, je veux expliquer un point que je viens d'apprendre sur les changements climatiques. Ou sur... Puis là, c'est parce qu'on s'en va, Émile. J'ai pas le temps. C'est ça, on va au resto, je suis désolé, on a un rendez-vous. T'sais. Mais tout ça, juste de voir que vous êtes passionné puis vous voulez en savoir toujours plus, ça fit avec la personne que vous êtes. Vous êtes de même dans le fait que je sais que c'est ça que je veux faire dans ma vie, je vais l'atteindre. Vous êtes de même dans votre curiosité. Fait on dirait que ça me surprend pas. C'est tout naturel, tout simplement. Mais je pense qu'avec cette curiosité-là, qu'on a l'air d'avoir les deux, on aurait décidé de parler en communication. Puis je pense que, tu sais, mon frère a hérité, je sais pas si ça vient de mon père ou de ma mère, mais de la même curiosité que moi, mais s'en fout complètement des médias. Là. Mon frère écoute pas la radio. Mon frère regarde pas la télé. Mon frère s'informe, évidemment, comme les jeunes de nos jours, avec TikTok, justement, avec une couple d'autres affaires, tu sais. Sauf que lui a voulu aller dans la branche du pilotage, tu sais. Ben, c'est un curieux. Il passe ses soirées sur Wikipédia sur des événements aériens, des affaires de même, tu sais. Il a trouvé sa branche. Il sort de l'école de pilotage, puis tu sais... Pilote d'avion? Pilote d'avion, exactement. Okay. Mon Dieu, j'ai pas précisé. Pas pilote automobile, je vous rassure. C'est non, ni pilote de fusée, pilote d'avion, exactement. Il veut devenir pilote de ligne, puis c'est un crinqué fou, puis on est curieux pareil, mais tu sais, c'est cette curiosité-là, je pense, qui nous nourrit dans ma famille, puis visiblement dans la tienne aussi, puis qui nous porte aussi au quotidien. Puis tu sais, je pense que nos rêves, finalement, sont liés directement avec cette curiosité-là. Ouais. Puis si je peux compléter, parce que pour moi, c'est l'autre côté de la curiosité, c'est la sensibilité. J'ai lu un livre récemment extraordinaire de Rick Rubin. Je sais pas si vous le connaissez. Ça me dit quelque chose. C'est un grand producteur de musique américain. Il a produit de la musique avec Eminem, Red Hot Chili Peppers, beaucoup, Ed Sheeran. Bon. Il a fait beaucoup de hits au fil des décennies. Et lui, il vient de sortir un livre sur la créativité qui s'appelle The Creative Act, que je vous conseille, qui est extraordinaire. Ben, ce titre-là, ça me dit quelque chose parce que ça doit pas faire si longtemps que c'est récent. sorti. C'est très récent. Dans les derniers mois. OK, bon, voilà. Mais sur la sensibilité, il dit quelque chose. Il dit, finalement, un cadeau que l'on a, les artistes ou les gens qui créent, qui s'expriment, c'est souvent la sensibilité qui nous permet de recevoir les événements du monde extérieur. Moi, quand je me promène dehors, je reçois fortement les images qui viennent à moi, les phrases que les gens vont dire, les événements dans les nouvelles, je les reçois, puis ça peut m'affecter, puis ça peut me donner envie d'en faire quelque chose. Si je reçois les nouvelles sur la crise climatique, puis donc ça crée des émotions, ça me donne aussi envie d'extérioriser ces émotions-là dans une œuvre quelconque. Tu sais. Grâce à ta sensibilité, parce que sans ça, sans ton empathie, il n'y aurait peut-être pas justement cette flamèche-là qui fait que tu veux en faire quelque chose. Oui, donc c'est un cadeau. Il y a aussi une phrase, là je vais arrêter de citer plein de gens, mais il y a une phrase d'Albert Camus que j'adore dans ses premiers écrits quand il avait 23-24 ans. Donc c'est dans son journal intime. Il dit « J'ai une trop grande sensibilité. Il faut que je trouve une manière
d'exprimer cette sensibilité-là dans mon œuvre et moins dans ma vie personnelle. Et c'est un peu ça, c'est que parfois, quand on a une trop grande sensibilité, il faut trouver une manière de l'exprimer qui va peut-être un peu moins affecter sa vie perso. C'est un peu ça le défi aussi. Ça, vois-tu, c'est une de nos différences. Je serais pas capable de citer Albert Camus dans un podcast comme ça. Je trouve ça fantastique. T'as tellement de connaissances, ça me fascine. Bravo. Ben, je trouve que, en tout cas, tout ce que tu viens de dire, c'est super c'est tellement honnête. vrai, tu sais, c'est tellement ça. On point, c'était comme le mot. J'ai pas l'équivalent français, mais... C'est juste parce que je suis un immense fan d'Albert Camus. J'ai un tatou de lui sur l'épaule. Ah ouais, OK. Ben, pas d'Albert Camus, mais un OK, ça, c'était sa face. C'est comme, ah ouais, hein? Audacieux. Le portrait. Quand il se sent pas trop bien le soir, il se regarde dans le miroir. Ben oui. Non, mais ça doit être une phrase, ouais, c'est ça, hein? Non, c'est... Non plus, qu'est-ce que c'est? Dis-nous, là, ça nous intrigue. C'est le mythe de Sisyphe, un de ses essais philosophiques qui m'a marqué, surtout un peu plus jeune, qui dit en gros, Sisyphe, je sais pas si vous connaissez le mythe de Sisyphe, dans le mythe grec, qui dit Sisyphe a été condamné à pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne à l'éternité. Et une fois qu'il arrive au sommet, il doit laisser retomber le rocher jusqu'en bas, puis recommencer, repousser le rocher. Et donc, il est condamné à cette action répétitive et cruelle. Puis Albert Camus nous dit, il faut imaginer. Donc, il prend cette métaphore-là pour parler de la modernité, de nos vies à nous aujourd'hui. Dans la modernité, il dit, on a tous un boulet ou un rocher qu'on pousse qui est l'absence de réponse ou de sens définitif. On n'a pas de confirmation que le sens de la vie, c'est ça. C'est cette religion, c'est cette idéologie, c'est cette façon de voir le monde. Alors que dans d'autres époques, il y avait peut-être souvent du sens qui était donné. Mm-hmm. La religion catholique, voici le sens. Au Moyen-Âge, le roi pouvait être le sens. Chacun avait une idéologie plus précise. Mais là, aujourd'hui, chacun crée son idéologie comme il le veut. C'est ça. Ouais. Mais donc ça, c'est un peu notre boulet parce que ça demande un effort constant d'avancer avec ça. Mais Camus dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Il dit, dans chaque éclat minéral, dans chaque grain de cette montagne pleine de nuit, il y a tout un monde. J'espère que je l'ai bien cité, j'essaie de m'en rappeler en même temps. Est-ce que c'est tout un monde sur ton tatouage? Donc, dans ce qu'on traîne, il y a tout un monde de possibilités infinies. Et c'est ça mon tatouage. Ah, c'est juste une petite montagne avec un petit rocher. Oh, wow! Voilà. Ben, je trouve ça magnifique que tout ça soit représenté dans un petit dessin, mais j'adore ça. J'ai pas de mots. Là, je vais arrêter de trop citer et on va continuer. C'est ça, mais tu fais bien, c'est super intéressant. Oui, vraiment. Ça fait des années que je veux me faire tatouer avec mon père de quoi, puis que je cherche une signification, un tatou. Puis tu l'as trouvé? Et voilà. Je veux pas faire... on fera pas le même tatouage, je te garantis, mais quand même, je trouve ça beau, tu sais. Il va te le trouver, lui. C'est ça. Il va réfléchir à ça, il va t'envoyer des propositions. Je suis sûre que ça va être bon. Vous avez certainement, toi et ton père, des références qui vous ont marqué tous les deux. Je sais pas s'il y a un film ou il y a quelque chose qui vous représente. Oh mon Dieu, mais on est tellement différents et pareils en même temps, mon père. Tu sais, dans le niveau culturel, on est à deux affaires, à deux horizons complètement différents. Fait que ça va venir en temps et lieu, là, mais ça va sûrement être de quoi d'un peu... Tu nous tiendras au courant. Un smiley ou quelque chose de plus simple, là, tu sais. Ouais, quelque chose de familial. Puis de ça, on aime voilà. ça. Les gars, vous êtes deux personnes à qui tout semble réussir, ou du moins, vous avez quand même atteint une certaine notoriété dans votre travail à vous personnel. Est-ce que vous pourriez dire que c'est facile de rêver gros? C'est facile de rêver gros, je pense. Puis je pense que c'est facile de l'atteindre aussi quand tu es entouré des bonnes personnes. OK. Tu sais, moi, puis le timing aussi, tu sais. Moi, jamais je vais avoir la prétention de dire que c'est parce que j'ai du talent seulement ou parce que j'ai des connaissances seulement. Je pense que les rêves dans la vie, c'est un melting pot de tout ça. Puis on dirait que plus la vie avance, plus je me rends compte que c'est comme l'effet papillon. Tu sais, un petit geste que tu as fait, une petite gentillesse, une petite tape dans le dos que tu as fait à un ami il y a 10 ans, va peut-être te rapporter le triple 10 ans après. Tu sais, puis en même temps, il ne faut pas que tu attendes non plus que tout te rapporte quelque chose. Mais, tu sais, je pense que c'est un tout. Ouais.
Puis ce tout-là fait en sorte que je suis où est-ce que je suis aujourd'hui, puis que, comme tu le dis, ça me sourit. Tu sais, ça va bien. Mais en même temps, il faut être conscient que tout s'effrite rapidement aussi. Il faut que tu travailles, il faut continuellement poursuivre à mettre travailler. l'effort Fait que ce qui est le plus dur, pour répondre à ta question, je pense pas que c'est atteindre le rêve, c'est de le poursuivre. De le maintenir. De le maintenir et d'en avoir d'autres après. Ouais. Tu sais, puis de continuer. Puis de persévérer, puis de pas s'asseoir là-dessus. S'asseoir sur ses lauriers, personnellement, je pense vraiment que c'est un des plus... un des concepts qu'il faut le plus repousser, mais qui est le plus simple, selon moi, à avoir et à garder. C'est pas clair ce que je dis, mais c'est Les pantoufles sont faciles. C'est tellement facile de dire oui. hey, ça va tellement bien mes Tomber dans le affaires. confort. Oui, puis le confort, il est pas obligé de se dire OK, ben moi, je sais pas, ça fait 4 ans que je travaille sur un projet, ça marche bien. Le confort, c'est pas juste je fais plus rien à partir de maintenant. Le confort, ça peut être aussi simple que de ne pas te surpasser, de ne pas te remettre en question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien avant, qui pour aucune raison apparente vont moins bien fonctionner après. Fait que j'aime ça que tu parles de s'asseoir sur ses lauriers parce que pour vrai, je pense, à mon sens, que c'est le plus grand défi pour repousser ça. Récemment, j'ai écrit dans un de mes carnets ne pas oublier de se permettre de rêver à tous les jours. Parce que je crois que c'est quand j'étais plus jeune, à 17, 18, 19 ans, je me permettais énormément de rêver, d'avoir des grands rêves, des grandes... Rien t'arrêtait. Oui, puis des idées qui étaient aussi naïves parce qu'on a 17, 18 ans, on peut pas changer le monde, puis on peut pas faire un grand film tout de suite, mais j'avais des idées de... La vie est infinie, tout est possible. Puis je me permettais de rêver à tous les jours, et juste le fait de se permettre de rêver à tous les jours fait qu'on est dans la bonne direction. Et malheureusement, on rentre dans la vie adulte à 24, 25 ans. Il y a des crises dans le monde. Le monde est très imparfait. Et il y a les factures à payer, puis les responsabilités, puis la routine. Puis bon, on peut oublier assez vite de se permettre de rêver. Puis rêver, c'est vraiment... Je pense que pour la plupart des gens que je rencontre, presque tout est possible, pour vrai. Parce qu'on rencontre des gens... Moi, je suis très privilégié. Je rencontre des gens qui sont pour la plupart aussi très privilégiés, qui ont été chanceux. On habite dans un pays, on est privilégié. Nos rêves sont théoriquement possibles, souvent. Donc, se permettre de rêver, même quand c'est grand, d'avoir une direction. Parce que le but, c'est même pas d'atteindre ses rêves. Le but, c'est d'avoir des rêves. C'est ça. Puis j'allais le dire aussi, tu sais, ton rêve va bien beau être immensément gros. Tu sais, on peut rêver gros, comme tu le dis. On peut rêver énorme. Tu sais, puis sur le chemin, tu vas réaliser des petits rêves. Puis peut-être que tu n'atteindras jamais ton gros rêve, mais tu sais, sois conscient au début que, tu sais, OK, je rêve gros, c'est ambitieux. Mais après ça, tu sais, moi, jamais j'aurais cru dans ma vie qu'à 26 ans, j'allais réussir à avoir une compagnie avec ma blonde puis mon meilleur chum. C'est un rêve que j'avais depuis... qu'on s'est connus, moi puis mon ami, tu sais, première année de cégep, autour d'une bière. Un moment donné, on va faire affaire ensemble, ha ha ha. Tu sais, c'était une joke à la limite. Finalement, ce petit rêve-là, parce qu'on débute, là, il n'y a pas grand-chose encore dans cette compagnie-là, mais ça a commencé. Puis tu sais, c'est quoi le rêve plus gros? Ben, c'est un jour de vivre de ça, un jour faire grossir ça. On va-tu y arriver? Je le sais pas, mais là, pour l'instant, ma petite parcelle de rêve est réalisée. Oui, puis après, ben, tu dis, tu sais, ça se pourrait qu'on n'atteigne jamais ce gros rêve-là. Puis je suis une personne qui est relativement optimiste. Je pense que vous l'êtes aussi à vous entendre parler. Des fois, on n'atteint pas ce grand rêve-là simplement parce qu'on en découvre un qui est encore plus important pour nous. Tu sais, Absolument. Tu dis, on l'atteint pas. Oui, mais... sur ta route, aucune route est tracée d'avance. Il y a tellement de choses puis, que tu vas découvrir que t'aimes. Puis je me permets même de dire que dans le milieu dans lequel on évolue, dans la société d'aujourd'hui, comme tu dis, tout est possible. Dans le sens où c'est pas je me réveille le matin, je fais ma petite job, je reviens le soir, puis c'est ça un peu comme il y a plusieurs années. Je pense qu'on est plus libre de suivre un peu tout ce qu'on a le goût de faire, puis ça nous amène à découvrir des nouvelles choses qu'on n'aurait pas cru qui nous allument autant. C'est ça. Une liberté plus grande qu'à toutes les époques précédentes. En ce moment, je veux dire, le nombre d'avenues possibles pour les gens créatifs ou pour les gens qui ont envie de s'exprimer, il y a tellement d'avenues possibles aujourd'hui en 2024. Donc, ça permet aussi d'être surpris par les opportunités. Tu sais, Oasis Immersion,
en 2021. 2020 même, le premier contact avec eux. Moi, je faisais des vidéos sur YouTube et je reçois un courriel. « Hey, salut, on va ouvrir un musée immersif à Montréal. On aimerait te rencontrer. » Sur le coup, ça aurait été très facile. C'est un courriel qui passe. On aurait pu l'ignorer, puis par confort ou par... parce que c'est pas dans ma trajectoire c'est différent. De réalisateur comme je l'avais prévu de faire des films classiques. Puis finalement... je suis tellement content d'avoir fait cette rencontre et d'avoir pris cette trajectoire. Puis là, aujourd'hui, c'est tellement des gens extraordinaires avec qui j'ai la chance de travailler. Ça me permet d'être surpris par les choses. Puis, parce que ça t'éloigne pas de nécessairement un rêve autre. Ça t'en amène un nouveau. J'aime ça le voir comme ça. Tu passes pas à côté de rien. T'sais, parce que j'aime dire que la vie est bien faite, puis c'est la preuve. Si tu avais ignoré ce courriel-là, tu aurais été complètement ailleurs. Ça aurait été peut-être tout aussi bien, mais ça aurait été différent, tout simplement. Ouais. Puis tu sais, tu fais de l'immersion. C'est incroyable, ce projet-là. Mais il y a 10 ans, ça n'existait pas. Tu sais, peut-être que notre prochain rêve, on le sait pas parce qu'il n'existe pas encore. Ça va tellement vite en plus. C'est ça qui est fascinant. Puis comme tu le dis, tout est permis dans notre époque actuelle. Tu sais, v'là 20, 30 ans, tu sais, quelqu'un qui veut faire ce que tu fais en ce moment, tu sais, se rendre où est-ce que t'es sans passer nécessairement par les médias traditionnels, ça aurait jamais pu, tu sais, ça n'existait pas. Mais toi, tu t'es construit dans toutes tes connaissances puis tout ça à partir de ce qui n'existait pas. C'est fascinant, ça. C'est vraiment une dernière citation que j'adore. Oui, j'adore les citations. De James Baldwin, parce que c'est exactement ce que tu dis. James Baldwin, écrivain américain extraordinaire, il dit « L'endroit auquel j'appartiens n'existera pas tant que je ne l'aurai pas créé. » Hey, ça, c'est cool. Il n'y a pas déjà une case Marie-Lee, une case Alex qui existe quelque part. C'est nous qui la créons, cette case-là. Oui, 100%. Au gré des années, des rêves et des projets. On crée notre chance. C'est peut-être ça la citation que je vais me faire tatouer. J'aime vraiment ça. Père. Pour vrai, j'en parlais à mon père, tu sais, pourquoi pas? Parce que, tu sais, mon père est un exemple d'un gars qui a créé ses chances, tu sais, puis qu'il a fait tellement d'affaires. Je le disais tantôt, tu sais, il a été militaire, il a étudié en électronique, il a été directeur des ventes, il a été policier militaire à travers tout ça, puis après ça, là, il est enseignant, tu sais. Tout est possible. Tout est possible. Tu le sais pas encore, qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans, puis là, il trippe comme jamais, tu sais. Mais il a jamais, quand il était jeune, rêvé d'être enseignant. Il haïssait ses profs pour mourir. Sauf que là, ça en est un. Ça y est tombé dessus. C'est fascinant. C'est beau. Je pense que c'est ça qui est beau avec les rêves, c'est que ça change tout le temps. Exactement. Oui. Je passe, les gars, à un segment présenté par Eros et compagnie. C'est la question franchement intime. C'est présenté par un petit jouet en particulier. Je voulais vous le montrer avant l'épisode, puis je me suis dit que j'allais vous garder la surprise. C'est une huile à massage de High on Love. En avez-vous déjà entendu parler? Non, pas tout. Non, vous pouvez regarder si vous voulez la petite boîte. Rapidement, là, le nom le dit, là, l'huile à massage. C'est une huile sensuelle qui apaise les tensions, qui stimule la circulation sanguine et qui laisse la peau douce. Donc, si jamais vous voulez élever vos moments intimes avec cette huile à massage-là, ben c'est parfait pour ça. Agrumes des îles. Agrumes des îles en plus. Ça doit sentir bon. Je l'ai pas ouvert. Faudrait que je me permette, mais je me suis dit, si un de vous voulait partir avec, je voulais pas l'ouvrir à votre place. On se fait un papier ciseaux tantôt, puis on décidera qui part avec. Moi, j'ai jamais essayé ça, des huiles à massage. Ben, peut-être que tu pourras partir avec. On est trop dans l'humour. Je veux pas rentrer dans l'intimité avec ma blonde, mais on est très dans l'humour. J'ai l'impression qu'on trouverait ça très drôle d'utiliser ça. Ben, il faudrait que vous l'utilisiez puis vous m'en reparliez, par exemple. C'est bon. Je vais avoir un retour. Bon, peut-être pas dans un podcast, mais ça me fait plaisir de faire un retour. Tu m'écriras sur Instagram. Ça, voilà. Donc, la question franchement intime, je veux savoir, est-ce qu'il y a une action ou une décision super importante que vous avez prise dans votre vie qui, justement, fait que vous êtes où vous êtes à ce moment même? Maintenant, aujourd'hui, vous dites, cette action-là, c'est elle qui a fait tout changer. Très clair, puis ça me rend nostalgique, triste, mais heureux en même temps. Ça a été de quitter ma région. Ouais. C'est triste, mais tu sais... Parce que moi, tu viens du Saguenay. Je viens du Saguenay, tu sais, puis les opportunités, malheureusement, en communication au Saguenay sont plus limitées. Tu sais, puis moi, j'adorais ma région, puis je l'adore toujours, tu sais. Puis là, je suis rendu ailleurs, je suis rendu à Sherbrooke, en Estrie, puis
ça me rappelle beaucoup chez nous à cause des montagnes, la nature qui est à côté, tout le kit. Mais je suis bien là, puis je me dis jamais j'aurais pu atteindre mes rêves si j'avais pas travaillé à Rimouski, si j'avais pas travaillé à Amqui, si j'avais pas travaillé à Drummondville, là, sur mon chemin, tout ça, tu sais. Puis la décision de me dire justement de sortir de mon petit confort saguenéen, de dire je vais passer toute ma vie chez mes parents, à côté de chez mes parents, tu sais. Puis moi j'ai toujours été un gars énormément proche de mes parents. Puis là, tu sais, depuis 7 ans maintenant, je suis parti de chez nous, tu sais, dans un monde inconnu, tu sais. Puis moi, ma blonde n'avait pas terminé encore ses études, elle était encore au Saguenay. Fait que moi, je m'en allais, elle était encore avec mes parents au Saguenay, tu sais, dans le coin. Là. Ils n'habitaient pas ensemble, évidemment, mais ils étaient dans le même coin. Puis j'ai pris cette décision-là en me disant, je sais pas si je vais revenir. Puis là, je pense que j'y retournerai pas travailler, tu sais. Ben, c'est que tu as atteint, je pense, des choses, des échelons un peu qui t'étaient peut-être plus, pas impossibles, mais plus difficiles à atteindre dans cette ville-là. C'est un plus petit marché, puis c'est plus loin des grands centres, justement, tout ça. Puis moi, j'étais un gars de région, puis je vais défendre les régions comme le Saguenay, comme tout ça, toute ma vie, tu sais, parce que tout le monde a droit à des chances égales partout au Québec, peu importe sa région. Puis pour ça, je dis que c'est malheureux que je dise ça, puis je me fais mal à moi-même en disant ça, mais en même temps, tu sais, j'ai pas eu le choix, puis si j'avais pas pris cette décision-là, je serais pas où est-ce que je suis en ce moment, c'est sûr, à 125%. Tellement bien dit, là. De ton côté, Émile, y en a-tu une qui te vient en tête? Ben c'est difficile. Tu sais, tu parlais de l'effet papillon tout à l'heure. C'est un peu ça. Pour moi, c'est plein d'événements à chaque année qui s'empilent les uns par-dessus les autres puis qui nous amènent où on est. Il y a eu plein de moments importants. Tu sais, on pourrait revenir jusqu'au moment où je suis arrivé à Montréal, moi aussi. Donc, moi, c'était à 10 ans. En fait, à peu près au moment où j'ai découvert qu'on pouvait prendre une caméra et filmer, j'ai déménagé à Montréal. Et c'était la ville aussi des opportunités, la ville de tous les possibles, en fait, à 10 ans, qui me paraissait tellement immense et magique aussi. Puis aujourd'hui, je suis amoureux de Montréal. J'ai Montréal dans mon nom Instagram, Émile Roy Montréal, parce que c'est une ville je serais éternellement reconnaissant de cette ville. Je la regarde en ce moment et j'ai presque les larmes aux yeux. J'aime beaucoup cette ville. Et voilà, donc c'est peut-être la première étape. Puis après ça, la deuxième étape, de m'être permis de faire toutes sortes de courts-métrages et de vidéos et un jour de m'être dit, on va peut-être la partager sur Internet pour l'envoyer à ma famille et mes amis. Puis voilà où on est aujourd'hui. C'est ça, la machine a commencé à rouler. Il y a tout plein de petits, en anglais, milestones, des petits moments importants qui, ensemble, avec du recul, puis ça prend ce recul-là pour voir, oh my God. Peut-être qu'en ce moment, là, dans les derniers jours, j'ai vécu sans le savoir quelque chose qui va changer mon parcours. Tellement. Oui, c'est fascinant. Une phrase, une rencontre. Exact. Puis quand tu prends une décision, aussi petite soit-elle, du moment que tu prends une décision, c'est pour t'amener à quelque part. Moi, je crois vraiment comme ça. Fait qu'évidemment, ça se pourrait, puis tu t'en sois pas encore rendu compte, ou qu'il s'en vient quelque chose qui va faire complètement changer ta trajectoire, puis tu sais pas encore. Autant ça me stimule qu'autant que ça me fout la chienne. Ben oui, parce que c'est du nouveau. Mon Dieu, moi, l'inconnu, autant ça me stimule, autant je trouve ça beau. Puis je disais tantôt, ce qui est beau, c'est que tu sais peut-être pas c'est quoi tes rêves ou. Mais ça me fait peur, je le dis. Puis à l'intérieur de moi, tu sais, j'étais un anxieux. Moi, j'ai de l'anxiété dans le tapis depuis toujours. Puis my God, que ça me rend anxieux. Mais ça m'a apporté du beau au travers de tout ça. Fait qu'on croise les doigts pour que ça apporte du beau. Ben oui, suivre ses rêves, c'est anxiogène, mais c'est facile un peu. Il faut se donner un petit coup de pied dans le derrière. Puis après, on arrive où est-ce qu'on veut arriver. Oui, vas-y. Ben, en fait, tout ce que tu disais, j'approuvais. L'inconnu, c'est le vertige aussi de la modernité, puis de tous les possibles. L'anxiété qui est peut-être plus ressentie que jamais par les gens aujourd'hui est liée peut-être aussi à ça. Mais c'est l'envers de la médaille, c'est la liberté incroyable. Exact. D'aller où on veut aller. Tu sais. 100%. Émile, tu parlais de tes courts-métrages. Tu en as fait plusieurs. Je t'ai redécouvert en préparant cet épisode-là parce que, bon, j'ai fait des recherches sur vous deux. Émile, je suis retournée surtout sur ta chaîne YouTube, en fait, que j'avais découvert. Découvert plus 17-18 ans aussi. Je pense pas mal à cet âge-là que tu as commencé officiellement. Ouais, 17-18 ans, ouais. OK, 17-18. Ben, dans les mêmes temps, on a à peu près le même âge. Et tu as un court-métrage
pas un court-métrage, pardon, mais t'as une vidéo qui parle du fait qu'on t'a souvent dit « t'es trop jeune ». Puis je me permets de l'aborder encore la question parce que je veux dire, on n'a pas 45 ans, on est encore super jeune, je m'inclus là-dedans. Est-ce que vous avez encore l'impression que ça vous arrive aujourd'hui quand vous présentez un nouveau projet où vous avez une nouvelle idée, tu sais? De mon côté, je te dirais moins aujourd'hui. Mais quand j'étais plus jeune, énormément, tu sais, puis pas par mon entourage, mais par du monde autour, tu sais, c'est cute. Tu sais, le fameux « Ah, c'est mignon ». Tu sais, oui, c'est pas « on te croit pas », tu sais. C'est ça, c'est comme « Oh, c'est un beau projet, t'as un petit projet. » Tu sais, parce que t'es jeune, c'est petit. Oh, c'est cute. Ça m'a tellement insulté longtemps, là. Tu sais, je faisais de la radio, j'avais 13 ans, j'étais de bonne heure, là, sur le piton, tu sais, j'étais à la radio communautaire, c'était ta petite émission de radio, tu sais. Dans ma tête, c'était big, là. Dans ma tête, c'était le premier pas vers quelque chose de tellement gros. Ben oui. Mais tu sais, aujourd'hui... Tu sais, ça arrive beaucoup moins. Mais à l'époque, my God, que ça m'insultait terriblement. Je pense que ça nous sert, ce sentiment-là, de penser, de dire « Ah ouais, vous pensez que je suis trop jeune? Mais regardez. » Exact. Moi, j'ai utilisé ça comme un moteur. J'articule. C'est correct, on a tous des problèmes moi aussi. Le balbutiement est bien présent, mais... J'ai utilisé ça comme un moteur. Pendant plusieurs années, surtout 17-18 ans, tu commences, on voulait faire des projets très ambitieux, mes premiers projets de fiction, j'ai fait une série Mila pendant un été, c'était 3 semaines de tournage bénévole, une équipe de 20 personnes, on avait des commandites du Merz, du vrai, c'était comme on voulait tellement fort qu'on a comme un peu... Le monde s'est presque adapté un peu à nous pendant quelques temps. Il nous a permis de rêver à 17-18 ans, mes amis autour de moi et moi-même. Et aujourd'hui, c'est encore... plein de gens sont encore mes amis là-dedans. On crée ensemble, mais aujourd'hui, maintenant, je sais que les choses importantes prennent du temps. Et tous mes gros projets, je suis presque heureux d'être jeune et de me dire, j'ai encore quelques années avant d'arriver dans le cœur de la matrice, de faire mes plus grands projets. Ça prend du temps. C'est vraiment peut-être la vingtaine, la deuxième partie de la vingtaine, on se rend compte avec beaucoup d'humilité que c'est aussi correct, tu sais, que les choses arrivent à certains moments et non pas avant, tu sais. Ben, ça revient un peu, tantôt tu parlais de la naïveté, tu sais, du fait que on rêve tellement gros, on est un peu naïf que ça marche beaucoup. Il y a beaucoup de gens, je sais pas si vous êtes des grands consommateurs de balados, mais souvent dans les balados, je pense entre autres aux humoristes, on dirait, j'entends souvent le même discours qui est, à cet âge-là, j'étais naïf, je voulais que tout soit maintenant, tout soit tout de suite, mais que c'est cette naïveté-là qui m'a permis d'avancer. Parce que si la personne d'aujourd'hui, là je prends les mots de l'autre personne, mais si la personne d'aujourd'hui que je suis avait voulu commencer maintenant, ben sans cette naïveté-là, je me serais je me serais empêchée d'aller plus loin. Là, tu parles d'humilité embarque. C'est comme si en ce moment, vous êtes dans un mix des deux, je suis plus humble, je comprends que la vie marche pas de même, mais en même temps, je fonce à 100%, je suis jeune, j'ai le droit. J'ai un exemple de naïveté de quand j'étais jeune. Moi, je parlais avec mon père, il m'avait dit, va voir le boss de la radio communautaire, va parler. J'étais allé, bon, évidemment, j'étais vraiment trop jeune, puis j'étais vraiment pas prêt pour faire ça. Fait qu'évidemment, ils ont dit, ben c'est cool, tu sais, si on a de la place à un moment donné, on va te rappeler. Ça a pris moins de temps que je pensais, mais quand même, j'étais fâché que ça marche pas, parce qu'à cet âge-là, comme tu dis, on veut tout faire là. Puis c'est maintenant, Absolument. Alors, j'ai convaincu mes parents d'acheter sur eBay un émetteur FM, un petit émetteur. Je me disais, ils veulent pas m'engager, je vais m'en faire ma station de radio. Cependant, il y a un coup que je l'ai reçu, puis que, tu sais, c'était n'importe quoi, là. C'était bien trop intense et gros pour, tu sais, je pense que c'était 15 watts, c'est hautement illégal, là. C'est vraiment illégal. Puis j'ai installé ça dans mon sous-sol, puis je faisais des émissions de radio sur un channel FM. Ça fonctionnait? Les gens pouvaient t'écouter sur le FM? Ben oui, mais j'avais acheté ça sur eBay. Je suis impressionnée. C'était vraiment quelque chose qui était cheap. C'est comme si tu hackais les ondes radio pour placer ton émission. J'essaie de comprendre la technologie. C'est un transmetteur. C'est comme une radio CB, whatever, mais c'est qu'au lieu de diffuser sur la bande citoyenne, ça diffusait sur la FM. Tu tapais par-dessus une autre radio. Ça, je me serais fait arrêter, là,
par la police parce qu'il y a Industrie Canada qui réglemente ça. Puis une fois que je l'ai reçu, je me suis informé des lois après. Puis là, j'ai fait puis là, mon père qui avait financé ce magnifique projet, mais qui était aucunement au courant des lois, j'étais arrivé en haut, puis j'ai dit, papa, j'étais en train de commettre un crime grave à l'Industrie Canada. Là, fait que finalement, je l'ai relégué aux oubliettes, tu sais, mais justement, tu veux tout faire vite, mais finalement, t'es tellement naïf que une chance que je me suis pas fait pogner, parce que probablement que j'aurais pas pu faire de radio aujourd'hui. Après, tu t'as essayé, puis tu devais être jeune, c'est un rêve. Je pense que si on m'avait puni pour ça, ça aurait été comique, puis tout. Tu sais, ça aurait pas été un scandale incroyable. Non, c'est une anecdote incroyable à raconter aujourd'hui, maintenant que tu fais ça. Puis je regarde ça, puis je dis, my God, que j'étais tata, tu sais, mais c'est juste parce que je voulais tellement en faire là, de la radio, que je voulais pas attendre. Fait qu'on a commandé ça avait coûté 200$ cette histoire-là. Puis j'avais dit à mon père, au final, t'achèteras un tube de PVC, puis on va taper ça sur le côté de la maison. Oh, mon Dieu, Finalement, je sortais l'émetteur par la fenêtre, j'étais dans le sous-sol, j'avais une petite pièce pour faire mes projets, comme un scientifique. Je sortais l'antenne par la fenêtre. Puis le jour où est-ce que je me suis rendu compte, parce que je me disais, bon, c'est illégal, mais c'est drôle, c'est comique, on est jeune. Puis le jour où est-ce que j'ai pris mon petit bicycle avec ma radio de poche, puis que je me suis rendu loin, assez loin pour me faire la chienne de me dire ça pogne encore. Là, j'ai dit je vais arrêter parce que... C'est mon cue. C'est mon cue out, là. Toute la ville t'entendait peut-être. Bon, je sais pas, mais ça me fait peur. C'est comme ça que Drummondville est venu te chercher. Il t'entend. Oui, le petit Alex de 12 ans avec un père aussi naïf que le petit gars. Mais qu'est-ce que tu disais dans ces émissions de radio? Qu'est-ce que tu... Moi, je m'en souviens pas. Là, c'était rien tu lisais des nouvelles? Je lisais des nouvelles, je faisais des interventions musicales. T'sais, moi, je voulais faire de la radio musicale. Puis je jouais de la musique aussi, ce qui est aussi illégal. Tu faisais les deux parties. Absolument, je faisais tout. J'adorais ça. C'est quand même charmant. J'étais allé visiter une station de radio, puis j'étais comme, c'est comme ça que ça marche. Ils font de la musique, ils parlent dessus. Fait que je m'amusais sur ma petite station FM chez nous à faire ça, mais motadine que j'étais naïf. Je peux me le dire aujourd'hui. Cependant, si j'avais pas fait ça, je me serais peut-être pas aussi acharné, intéressé peut-être même. Exactement, ça m'a mené où est-ce que je suis là. Mais vive la naïveté, donc moi aussi, c'est la même chose. Vive la naïveté. Aujourd'hui, jamais je me lancerais sur YouTube ou quoi, comme je l'ai fait tellement inconsciemment un peu à 16 ans. Je ferais jamais le quart de ce que j'ai fait. T'sais. Puis pourtant, c'est exactement ça qui m'amène où je suis aujourd'hui. Comme tu dis, vive la naïveté. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut aussi profiter d'être jeune et d'être naïf à 16-17 ans pour se lancer. Parce qu'à un moment donné, on devient trop dans le monde d'adulte, on s'observe trop soi-même. Et donc, c'est très difficile de se lancer, je pense. Passer un certain âge, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de questionnements qui rentrent en ligne de compte qu'à 16 ans, t'as pas. Tu sais, la fameuse phrase que tu disais tantôt, faut se permettre encore de rêver. C'est ça. C'est parce que à un certain âge, puis on n'a pas besoin d'en avoir 50, là, à un certain âge, on se rend plus compte des conséquences de nos actions, de ce qui peut arriver. Tu sais, partir un projet, par exemple, comme le balado, comme ta chaîne YouTube ou comme tout autre projet, par exemple, la boîte de prod, ce que tu fais en ce moment, c'est plein de conséquences que tu dis, OK, si ça fonctionne pas, il y a, oui, des conséquences sur moi. Il y en a peut-être sur les autres personnes impliquées, des financières, des culturelles, peu importe. Puis, ça, c'est comme si c'est plus dur de s'embarquer là-dedans quand t'es adulte. Ça fait plus peur un peu. C'est la joie de la jeunesse. On sait pas. On sait pas, puis on fait juste le faire. On se pose pas de questions, puis on y va. On sait pas que c'est impossible, donc on y va. Exactement. C'est vraiment ça. Est-ce que vous diriez que vous avez atteint vos rêves en 2024? J'ai atteint des rêves en 2024. Animer à la radio, c'est un rêve. Je le fais. Champion, content. Bravo. Bravo. Mais, j'en ai plein d'autres des rêves. Fait que j'ai pas atteint mon rêve. J'ai atteint quelques-uns de mes rêves. Puis j'en ai d'autres. Puis comme je le disais tantôt, il y en a d'autres qui vont venir. Puis j'étais un gars qui est dans le dos de gaz au bout. Je veux avancer tout le temps. Puis j'étais un gars d'idées. J'aime ça que ça bouillonne dans ma tête. Fait que, je pourrais jamais dire que j'ai... wrap up. J'ai fait mon rêve, merci, je m'assois là. Non, j'ai toujours plus loin à voyager. C'est bien dit. Moi, je dirais que non. Si je dois dire une seule réponse, non, j'ai pas encore atteint du tout mes rêves. Même mes rêves de jeune enfant, je les ai encore devant moi. J'ai une vision un peu floue de ce que je veux faire, puis je suis encore très loin de ça, mais en direction.
C'est ça. Parce qu'il n'y aurait rien de plus déprimant que de me dire « j'ai atteint mes rêves ». C'est comme, des fois, j'entends des gens dire « ça, c'était le meilleur été de ma vie » ou « la meilleure année de ma vie » en parlant d'une année dans le passé. Et ça me fait extrêmement peur, ce genre de phrase-là. Moi, j'aime penser que le meilleur est à venir tout le temps. Donc, et au niveau des projets, des rêves, et au niveau de la vie perso, j'ose espérer que le meilleur est toujours à venir, tu sais. Donc voilà, peut-être un jour, mais en direction. Cette image-là, tu dis qu'elle est floue. Serais-tu capable de mettre un titre sur la job, entre guillemets, de rêve que tu aurais? Ou c'est vraiment juste t'as l'image, puis je me permets de dire, l'image, je comprends ce que tu veux dire, parce que longtemps, j'ai pas su ce que je voulais faire, mais j'avais l'image. J'avais une vision... Je sais pas ce que je vais te dire. Quelle est ton image? Quelle était ta vision? En fait, je savais que moi, je voulais pas travailler nécessairement du 9 à 5. Moi, je suis une grande artiste dans l'âme. Mon grand rêve, c'est d'être comédienne, puis tu sais, de travailler à la télé, de jouer à la télé, mais aussi d'animer à la radio. J'ai comme tellement de rêves que quand les gens me disaient ce que je voulais faire, c'était une journée type que j'avais en tête. Ah, une journée type. Ouais. Puis je me voyais, bon, je sais pas, il est 8h30, je fais à manger à mes kids, je m'en vais après. Je m'en vais où? Je sais pas, shooting photo. Pourquoi? Aucune image en tête. Mais après, à telle heure, il faut que je sois à une station de radio. Pour faire quoi? Je sais pas. Mais il faut que je sois là. Puis à l'autre heure, tu sais, un peu cette image-là d'un mode de vie que je veux. Il n'y a rien de mieux qui que est complexe. Ça. Ouais. Parce que je pense que quand tu as exactement une vision de ce que tu aimes faire au quotidien, ça va se réaliser. 100%. Ça se réalise, dans mon expérience. Mais moi aussi, c'est pas... voici mon rêve en quelques mots, mais c'est... Je sais parce que je me le formule quand même, c'est ce que je veux faire. Je veux créer, réaliser, peut-être, surtout créer, réaliser des projets qui décortiquent des sujets importants liés à notre époque et qui en même temps rejoignent le grand public et donc qui ont aussi peut-être un effet sur la culture. Donc, des projets qui parlent de la culture, de ce qui se passe dans le monde et qui peut-être aussi auront un effet sur la culture, par le fait même. J'aime comment tu le formules, parce que c'est tellement... je veux pas dire que c'est flou, mais... C'est précisément flou. Oui. C'est très clair. Moi aussi, tu me le dis, puis je suis comme... Je comprends. Oui, je comprends que tu es sur le chemin, je comprends que ça va bien, mais je comprends que tu veux l'atteindre puis que tu veux continuer. C'est ça qui est beau. Mais ça montre qu'il y a plein de manières. Échelle. J'aimerais, avec des grandes équipes, parce que c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est travailler avec des gens, rencontrer des gens, créer avec des grandes équipes. J'ai cette chance-là avec Oasis et sur d'autres contrats. Il n'y a rien de mieux parce qu'on s'assemble vers... On crée quelque chose qui nous dépasse. Puis peut-être qu'en retour, il y a un impact sur le public. T'sais. Mais c'est le projet qui nous a dépassés puis qui a eu un impact. T'sais. C'est vraiment inspirant. Pour vrai, c'est vraiment inspirant ce que tu dis. On dirait que ça me fait voir plein de choses différentes. Beaucoup de remises en question, je pense. Puis en réécoutant cet épisode-là, puis j'espère que les gens qui vont l'écouter vont se remettre en question aussi, je trouve ça très inspirant. Ah oui, puis tu dis les gens. C'est tellement important, les gens. S'entourer des bonnes personnes. S'entourer, tu sais, pas pour en tirer profit, mais tu sais, tu veux être heureux, entoure-toi de monde heureux, là, qu'ils disent. Mais c'est exactement ça, tu sais. Voilà. C'est le plus important. Tu sais, je veux dire, même les projets, tout est secondaire quand c'est les gens, c'est l'amour, c'est toutes les choses de base. C'est aussi grandir, c'est aussi se rendre compte de ça. Tu sais, je sais pas pour vous, mais rêver... Aussi, à 18-19 ans, quand tu rêves, on peut se dire, moi, je me disais aussi quand même beaucoup, pour mon rêve, je vais devoir faire beaucoup de sacrifices. Je vais devoir, tu sais, travailler. Je me dis encore ça parfois. Je dois énormément travailler, quitte à sacrifier parfois des moments de vie perso, puis vivre moins d'expérience parfois. Puis j'étais quand même beaucoup, puis je me disais, si c'est pour le rêve, c'est correct. Je vais tout sacrifier. Puis maintenant, on dirait... Je préfère, si j'ai le choix entre être heureux dans ma vie perso, that's it, ou avoir un succès assuré dans mes rêves X, je choisis être heureux dans ma vie perso. T'sais. C'est ça. Puis ça, c'est un travail de tous les jours, je pense. Travail d'une vie, là. Moi, je trouve ça difficile, justement, parce que moi, je suis probablement encore dans l'aspect de ma vie que je travaille comme un malade, puis je me dis, plus je travaille. Puis, tu sais, justement,
faut pas que j'oublie que j'ai une blonde, faut pas que j'oublie que j'ai une famille, tu sais, parce que, tu sais, je pense à mes projets, puis je suis tellement stimulé par mes projets que des fois, je suis juste là-dedans dans ma tête, je suis juste là-dedans, je travaille. Mais, tu sais, c'est ça, puis en même temps, si t'as pas de projet, il y a toi, au fond de ces projets-là, puis toi, c'est ta vie personnelle. Et pour des personnes passionnées comme vous deux, je pense que la ligne est dure à tracer. Tu sais, parce que peut-être que ce que tu fais pour ton travail, puis que tu t'arrêtes jamais, c'est ce qui, au fond de toi, te rend tellement heureux. Mais après, il faut que tu essaies de tracer une ligne de « OK, oui, mais ça, c'est le travail. Puis j'ai un autre côté, ma blonde, mon chien, mon chat, peu importe, ma famille, qui fait que ça aussi, ça peut m'amener une autre sorte de bonheur qui est tout aussi, sinon plus important que celui que tu retrouves au travail. » Parce que ça amène un équilibre. Voilà, c'est l'équilibre qui est dur. En tout cas, moi, mais il est dur à trouver. Ça, c'est mon équilibre. Dans mon expérience, il n'est pas possible à tous les jours, toutes les semaines, mais ça peut être un équilibre un peu plus macro dans le sens où des fois, j'ai quelques mois où, oui, on donne tout sur un projet pendant 3 mois, par exemple. C'est des grosses journées, puis on n'a peut-être presque pas de vie perso pendant 3 mois. Voilà. En ce moment, c'est un peu ça ma vie sur Oasis. Depuis quelques mois, puis c'est parfait. J'adore ça. Il y a de l'adrénaline énormément en équipe, mais j'ai très peu de vie perso. Puis après ça, il y a le contrepoids. Un autre quelques mois où là, on se permet plus d'être dans la vie perso avec la famille et tout ça. Fait que c'est peut-être un équilibre. Je sais pas si c'est soutenable à long terme, on verra, mais c'est peut-être aussi un équilibre plus macro, tu sais, dans une année. Ouais, d'un point de vue plus éloigné. Ouais. Je termine parce que le temps file, ça fait... Mon Dieu, déjà, ça va très vite. C'est tellement classique de dire « Ah ouais, déjà, dans un podcast! » Tous les balados en ce moment. C'est ça, mais ça passe vite pour vrai. Écoute, tant mieux, c'est un bon signe. Je termine en vous demandant, oui, est-ce que vous vous êtes fixé récemment un objectif précis? Si oui, lequel? Si vous voulez nous en parler, si c'est pas trop secret pour des projets X, Y, Z, mais y en aurait-tu? Ben, oui et non. Je ne sais pas. Tu sais, au niveau... Je te dirais que mes objectifs plus précis sont plus au niveau de mon entreprise. Tu sais, pour l'instant, mon objectif principal, c'est continuer d'être heureux dans ce que je fais. C'est mon objectif que je me suis fixé à court terme. L'objectif que tout le monde devrait... Tu sais, là, il y a des objectifs financiers, des objectifs de projet, des objectifs de ci puis de ça. Mais au fond, c'est quoi? C'est d'être bien. Puis moi, mon objectif, c'est que le petit Alex Harvey de 12 ans soit fier du Alex Harvey de 26. C'est tout. C'est assez. C'est assez, ouais. Pour le petit enfant fragile qu'on a été, c'est la seule chose qu'on devrait penser. C'est est-ce que je fais honneur au petit enfant que j'étais à 12 ans, timide dans les couloirs de l'école? Voilà. Mon objectif... En une phrase, parce que je prends beaucoup de notes, j'ai réfléchi beaucoup à ces questions-là. Merci de me remettre là-dedans. Je suis là pour ça. Pour 2024, je me suis dit mettre en œuvre des grands chantiers. Ça, c'est en une phrase. Ce que je veux dire par là, c'est ce qu'on disait tantôt, les choses prennent du temps, les projets prennent du temps. J'ai tellement souvent, moi, à chaque année, je me mets des objectifs. J'ai tellement souvent mis des objectifs très précis. Faire un court-métrage de fiction, faire une vidéo sur tel sujet. Puis finalement, cette année, mes objectifs sont plus macro. Je me rends compte que les grands projets, je veux faire des séries, je veux faire des longs-métrages éventuellement, et documentaires, et fiction, et tu sais, mais ces grands projets-là, produits, prennent du temps, énormément. Ouais. Juste les développer, avant même de se mettre à écrire, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Donc, mettre en œuvre des grands chantiers, des projets que je veux développer cette année, que je continue de développer depuis quelques temps, puis on espère qu'ils vont se matérialiser un jour. Mettre les bûches dans le foyer, les premières, pour que le feu grandisse. Puis c'est vrai qu'il y a des gros projets comme ça, on s'en rend pas compte, mais par exemple, une émission qu'on voit genre à la télé, ben c'est pas juste le 22 minutes que tu vois, c'est genre 2 ou si c'est pas plus années de travail, qui est plein de petites fourmis qui travaillent là-dessus, puis qu'au final, ça donne le 22 minutes, par exemple, qu'on voit passer sur les ondes, tu sais. Fait que j'aime que tu dises grand chantier, parce que c'est ça au final. Comme à Montréal, des grands chantiers. Oui, on aime ça. Bonjour. Hey, merci tellement d'être venu me jaser, franchement. À propos de ça, suivre ses rêves. Vous êtes 2 personnes super inspirantes. Je vous connaissais déjà, surtout par les réseaux sociaux, mais
On dirait de vous avoir parlé, ça m'a fait du bien. Fait que j'espère que ça va avoir fait du bien. Puis merci de plein m'avoir personnes. fait connaître, Émile, pour vrai. Tu sais, je te suivais pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais là, c'est sûr que je m'en vais me garrocher sur ta chaîne, tu sais, parce qu'on a, on a des points communs, je pense. Puis Ouais. ça fait du bien d'entendre un gars qui partage des chemins pareils et différents en même temps, tu sais. Ben, Content de très t'avoir belle rencontré. rencontre. Merci à toi. Merci, Marie-Lie. Non, merci. Ça me fait Très belle plaisir. discussion, très beau moment. Vraiment. Donc, si on veut vous retrouver sur ta chaîne YouTube, Émile, Oui. tu l'as mentionné, Instagram, aussi ton exposition. Nature vive, Oasis Immersion, 22 février 2024. C'est mon plus gros projet depuis très longtemps et Ça s'en vient. on y croit fort. Fait qu'on va venir te visiter assurément. Toi, Alex, on peut t'entendre Oui. à Rouge FM en Au Estrie. 102.7 Rouge en Estrie, sinon sur l'application iHeartRadio. Sinon, vous pouvez suivre La Boîte de Prod sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle comme ça, La Boîte de Prod. On s'amuse, on a une tonne de projets, puis on essaie des affaires. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais on a surtout beaucoup de plaisir. C'est le principal. Ben oui, puis c'est ça les rêves, hein. Des fois Et ça marche, voilà. des fois ça marche pas. Écoute, on peut pas tout gagner. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et je le répète, le balado, oui, je vais finir par le dire correctement. Le balado, c'est une présentation d'Eros et compagnie aujourd'hui. Vous avez un code de 15% de rabais avec le code promo franchement 15 pour vos prochaines commandes en ligne si jamais ça vous intéresse. Donc utilisez-le, gardez-le en note peut-être pour vos prochaines commandes et on va se retrouver pour un prochain épisode. Merci encore les gars. Merci. Merci. Bye.